Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vais juste vous présenter nos trois missions. Donc, on est une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Donc, j'assiste bien sur tout type de cancer parce que comme on s'appelle Rose Up, souvent on nous associe au cancer du sein. Mais on ne fait pas que ça, on fait tous les cancers qui peuvent toucher les femmes. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine que j'ai derrière moi qui paraît 2 fois par an. Le prochain va sortir fin octobre. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Nous avons également notre site internet rose-up.fr où vous retrouvez non seulement tous les articles qui sont parus dans le magazine, mais aussi des contenus exclusifs. Nous le mettons à jour très régulièrement, donc n'hésitez pas à le consulter. Nous vous accompagnons dans nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux et via notre maison en ligne, Ma Maison Rose Up, où nous vous proposons des ateliers de soins de support. Et enfin, nous défendons vos droits au travers de plaidoyers, puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Donc pour nous aider à assurer toutes ces missions, évidemment, nous avons besoin de vous. Vous pouvez adhérer à notre association pour recevoir directement chez vous le magazine et avoir accès à tous les ateliers proposés par nos maisons Rose Up et évidemment, porter aussi nos actions de plaidoyer pour 30 euros par an. Voilà, j'ai fini la présentation. On va arriver au sujet qui nous intéresse, qui est l'acupuncture, ce que peut apporter l'acupuncture aux personnes touchées par un cancer. Et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le président du Collège français d'acupuncture. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous. Merci à Madame Royer et à Rosop de me permettre d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Donc, je me présente tout d'abord. Donc, je suis le docteur Truand Tantran. Je suis médecin acupuncteur. J'exerce l'essentiel de mon activité en libéral à Tarbes. J'interviens aussi à l'hôpital de Tarbes une demi-journée par semaine. Je suis président du Collège français d'acupuncture, qui est la société savante des médecins acupuncteurs. Et donc, je suis co-coordinateur avec le docteur Stéphanie Treger du référentiel acupuncture et cancer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Donc, je me permets de présenter l'AFSOS puisque le référentiel a été fait dans le cadre des référentiels AFSOS, dont l'AFSOS, c'est l'association francophone des soins oncologiques de support, qui fait tout un tas de référentiels à destination des soignants et aussi des patients pour répondre le mieux que possible à toutes les questions qu'on peut se poser sur des sujets parfois complexes ou pas si évidents. Par exemple, dans ce cadre-là, il y a bien sûr l'acupuncture, mais il y a par exemple le lymphodème, la santé sexuelle, la radiothérapie et plein de référentiels. Donc, je vous invite par ailleurs à consulter ces référentiels et les télécharger sur le site de l'AFSOS. Et donc, je suis bien sûr, j'aurai le plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez poser. Merci beaucoup. Bah justement, si vous voulez poser vos questions en direct pour les personnes qui nous suivent via Zoom, vous pouvez les poser via l'onglet Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Mais du coup, on reprend le cours du webinaire. On va commencer par une question très simple. C'est quoi l'acupuncture et c'est quoi son principe? Alors, l'acupuncture fait partie initialement de la médecine chinoise, dont les origines sont recherchées dans la médecine chinoise, et ça consiste à avoir un effet thérapeutique, donc à soigner les maladies, en insérant des aiguilles, mais pas uniquement, puisque c'est un terme générique, aussi en chauffant des points. Voilà, donc c'est obtenir un effet thérapeutique en stimulant certains points, en les piquant, les aiguilles, ça tout le monde le connaît, et ce qu'on fait aussi, ce qu'on appelle l'emoxa, c'est chauffer certains points. Voilà. Alors donc, bien sûr, ça se réfère au départ au principe de médecine traditionnelle chinoise, mais on ne peut pas, comme dans la médecine d'aujourd'hui, on ne se réfère pas à la théorie des humeurs de Galien ou d'Hippocrate, et donc il y a des choses qui permettent d'expliquer l'action de l'acupuncture, mais bien évidemment en ciblant le type d'action, est-ce qu'on agit sur la douleur, sur le bouffée de chaleur, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on sait comment fonctionne l'aiguille, ce qu'elle fait Alors, quand on le sait par certains casse-terrains. Quand on va insérer l'aiguille, on va donner une information au corps et cette information, elle va passer par le biais de libération de neuromédiateurs directement sur le site de puncture, par exemple l'adénosine. Donc, ça peut soulager, par exemple, directement à l'endroit où on va piquer, mais ça donne une information, alors soit par le biais du système nerveux, donc ce qu'on on... appelle une information neurologique, soit par le biais de ce qu'on appelle la mécanotransduction. C'est-à-dire qu'en fait, ça agit sur les fascias et le fait de stimuler l'aiguille permet d'avoir une action à distance. Parce qu'un des grands problèmes, par exemple,
la notion de la recherche des méridiens d'acupuncture, c'est de comprendre pourquoi, par exemple, on va traiter un problème cervical en mettant une aiguille au niveau du pied. Et donc, en fait, on sait qu'il y a c'est le mécanisme d'introduction. Puis actuellement, il y a d'autres études, puisqu'on a des études, par exemple, sur la résistance hydraulique. En fait, on sait que le méridien pourrait correspondre à des zones liées à la circulation hydraulique et, par exemple, liées à la circulation du tissu interstitiel. Parce qu'il faut D'accord. comprendre qu'on a pendant longtemps, l'anatomie, on l'a étudié chez le cadavre, et donc il n'y a pas cette notion du vivant, de circulation de liquide interstitiel, par exemple. On va peut-être rappeler ça parce que vous parliez de fascia. En fait, il faut comprendre Oui, que les c'est fascias, c'est l'enveloppe en fait des tissus et donc qui disparaît chez le cadavre. Donc quand on étudie l'anatomie et qui intéresse peu ou qui intéressait peu les chirurgiens, mais actuellement on redécouvre un petit peu cette notion de fascia, donc d'enveloppe des muscles et donc on sait que ça, on peut agir à distance ou sur tout le trajet musculaire. Voilà. parce que le fascia, on en a partout dans le Voilà, corps. on en a partout dans le corps, donc il y a des trajets, donc il faudrait rapporter aussi l'acupuncture à l'embryologie, parce que Mhm. finalement, voilà, c'est ce qui permet de relier certains éléments du corps entre eux. Parce que bon, il y a des cellules qui vont donner le système nerveux, d'autres qui vont Voilà, c'est ça, mais au départ, il n'y a qu'une seule cellule, Au donc départ, c'est les mêmes cellules. Donc, voilà. tout Donc est... on peut imaginer, voilà, au-delà des explications de la médecine traditionnelle chinoise, dont on peut et qu'on doit d'ailleurs critiquer peut-être par certains côtés, c'est le fait de dire comment on peut agir à distance en agissant sur certains points. D'accord. Alors, vous parliez des aiguilles, vous parliez de certaines aiguilles aussi qu'on peut chauffer Oui. des moxa. C'est quoi ces aiguilles? Elles sont faites comment? Alors, l'aiguille, en fait, ben, j'en ai parce que je sais que donc l'aiguille, en fait, c'est un instrument, on va dire, chirurgical, c'est-à-dire, voilà, je viens déblister, donc les aiguilles sont bien sûr à usage unique, stériles à usage unique, donc on va distinguer en fait la partie qui va être insérée au niveau de la peau, puis une partie qu'on appelle le manchon, qui est en métal et qui va être plaqué. Donc, soit de cuivre, soit D'accord. d'argent éventuellement. Et voilà, donc c'est relativement souple. Et donc, c'est le fait d'insérer l'aiguille à travers la peau qui va donner cette information qui va stimuler les tissus piqués. On peut bien sûr laisser l'aiguille toute seule. On peut la stimuler manuellement avec des éléments rotatoires, des éléments, on va enfoncer et retirer l'aiguille. Mais on peut effectivement relier l'aiguille à un stimulateur électrique, ce qu'on appelle l'électroacupuncture, qui est D'accord. beaucoup utilisé par exemple dans le traitement de la douleur ou par nos amis anesthésistes. On peut aussi chauffer l'aiguille, on peut chauffer le point sans qu'il y ait l'aiguille, ce qu'on appelle la moxibustion. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce moxa? Alors, C'est... le moxa, ben voilà, je l'ai pris dans le moxa, en fait, alors, ça, c'est le D'accord. moxa on va utiliser, je dirais, dans le civil, parce que ça dégage de la fumée. Mhm. Donc, au cabinet, on peut l'utiliser. Donc, on enflamme, en fait, le bout du bâtonnet d'armoise, et ce bâtonnet d'armoise va servir à stimuler le point. Alors, pendant longtemps, je ne dis pas qu'on n'osait pas trop parler du moxa, parce qu'on ne voyait pas très, très bien comment ça agissait. Actuellement, on sait qu'il y a des récepteurs qu'on appelle des récepteurs vanilloïdes, qui sont au niveau de la peau et qui sont stimulés par la chaleur qui dépasse 43 degrés. Donc en fait, on donne une information et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Faire de l'acupuncture, c'est donner une information au corps pour qu'il puisse agir au niveau des sécrétions hormonales, des diverses sécrétions au niveau du système végétatif, au niveau de la douleur. Voilà. Donc, Alors c'est vraiment la chaleur qui est émise. alors là, c'est un peu plus complexe qu'il y a à la fois la chaleur, il y a le rayonnement infrarouge, et après, il y a le principe actif qui est contenu dans le moxa qui pourrait traverser la peau. Donc, en fait, l'effet du moxa, c'est pas uniquement la chaleur. Après, il y a un système, il y a des moxa électroniques qu'on utilise plus en milieu hospitalier pour pas activer les détecteurs de fumée, qui ça, agissent principalement par la chaleur. Mais le récepteur vanilloïde, lui, est sensible à la chaleur. Oui, parce que c'est des bâtons d'armoise, donc c'est pas n'importe quel bois, c'est pas les... Voilà, donc c'est une plante, c'est une partie spécifique de la plante. Voilà, c'est pas la feuille, c'est particulier. Donc, il y a différentes catégories et éléments d'armoire. L'intérêt qu'il y a, c'est que c'est un point de combustion assez bas, ça ne brûle pas et c'est la chaleur qui traite. Voilà. Et parfois, on voit du moxa qu'on appelle japonais, qui ressemble un peu à Oui, du... alors le moxa peut être utilisé sous différentes formes. Il y a le moxa en poudre, on fait des sortes de petits cônes en fait qu'on va mettre au niveau de la peau, avec des précautions d'usage bien évidemment. Et après, il y a des sortes de petits bâtonnets qui sont coupés en fait qu'on va mettre sur l'aiguille. Voilà, Mhm. mais avec des précautions d'emploi. Donc ça, chaque médecin
à son activité particulière et sa façon de faire. Moi, j'utilise plus les bâtonnets d'armoise, effectivement, ou le moxa électronique hein, à l'hôpital. D'accord. Alors concrètement, ça se passe comment une séance d'acupuncture? Parce que donc vous disiez, hein, c'est très lié à la médecine traditionnelle chinoise. Souvent, parfois, on parle souvent de questionnaires assez longs. Oui, alors je crois que On regarde la langue. voilà, le questionnaire assez long, il est vrai aussi dans la médecine occidentale. Je crois voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas forcément différencier. On a une approche médicale, donc il faut faire à la fois un diagnostic. C'est vrai que le diagnostic dans la médecine chinoise est complet, mais dans la médecine occidentale aussi, il nécessite de prendre du temps, d'interroger sur les antécédents, sur le mode de vie, et ainsi de suite, même si des fois on est un peu pressé pour le faire. Donc en pratique, il n'y a pas de différence majeure, c'est que le patient, ben, il y a une recherche des antécédents, donc avec peut-être des questions particulières dans le cas de la médecine chinoise, mais on le retrouvera aussi dans la médecine occidentale. Il y a un examen, puisque je rappelle qu'en France, seuls les médecins et les sages-femmes sont habilités à faire l'acupuncture. Donc il y a un examen général, donc on essaie de faire que cet examen soit aussi un examen de médecine générale complet, parce que le patient peut venir pour une problématique X, et en fait, il a une autre problématique Y qui va être dévoilée par l'examen. Donc, on va aller faire cet examen. Puis ensuite, il y a un examen peut-être un peu spécifique qu'on appelle la prise d'époux et Mhm. l'examen de la langue, qui va donner un élément du diagnostic dans la médecine chinoise et dans l'acupuncture. Puis après, bien sûr, on va mettre les aiguilles pour le patient. Alors, on peut masser des points, on peut mettre les aiguilles, on peut faire les moxas avant de mettre des aiguilles, on va faire les moxas après de mettre les aiguilles. Ça, c'est chaque praticien, je dirais, a ses habitudes de pratique. Voilà. Et donc, on garde les aiguilles. Un temps variable, donc ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, ça peut être plus longtemps, ça peut être moins longtemps. On peut stimuler plus les aiguilles. Ça, chaque praticien va être libre de faire son traitement. Quand vous parlez de stimuler les aiguilles, des fois vous les plantez, mais vous... Voilà, alors des fois, la stimulation peut être une stimulation électrique dans le cadre de l'électroacupuncture, mais on peut aussi mobiliser l'aiguille. Moi, je dis souvent un peu comme le cuisinier qui touille la soupe, c'est qu'en fait, on va mobiliser l'aiguille. Donc, avec diverses manières, on peut enfoncer l'aiguille, la retirer, la tourner dans un sens, la tourner dans l'autre. Voilà. Et au niveau des sensations, Alors la sensation, elle est décrite, c'est-à-dire la sensation, on appelle ça le deqi avec le terme chinois, c'est une sensation qui est à la fois ressentie par le patient, donc ça peut être une sensation d'engourdissement, de diffusion, et une sensation aussi qui va être ressentie par le praticien, c'est par exemple une rétention de l'aiguille, un peu comme, c'est toujours difficile, mais on parle beaucoup dans la médecine, un peu comme quand vous faites la pêche à la ligne, et bien que vous ferez le poisson, vous ressentez quelque chose, mais il y a un peu quelque chose comme ça, un élément, on pourrait dire, d'accroche énergétique au bout de l'aiguille. d'accord. Et donc vous parliez du fait que chaque praticien a un peu sa façon de faire, mais est-ce qu'il y a quand même des protocoles où c'est très Alors, très personnalisé comme approche? bien sûr, il y a des protocoles et chacun va quand même, je dirais, à la liberté de modifier en fonction de sa pratique. Ce qui fait, alors, il y a des protocoles de points, oui, c'est une façon de traiter un petit peu comme si on va au restaurant, mais dans la recette, il y a les ingrédients de la recette. Mais Mhm. chacun a une petite latitude peut-être pour le mobiliser, ce qui fait, je dirais, l'intérêt de la pratique. Alors, bien évidemment, ce qu'on recherche en médecine générale, c'est d'avoir quand même le même traitement, quelque chose qui ressent, qu'il n'y ait pas de trop grosse diversité d'un praticien à l'autre. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt des référentiels de pratique, des congrès, de la formation, de l'harmonisation des pratiques, voilà, dans le cadre d'une pathologie. Alors justement, bah, là on va arriver à notre cœur, au cœur du sujet qui est le cancer. Donc maintenant il y a des référentiels, ça veut dire que l'acupuncture est reconnue comme soin de support. Euh, Alors, comment tu es reconnu comme un de support? Je dirais oui. C'est-à-dire le premier référentiel sur lequel nous avons eu l'occasion de travailler avec Stéphanie Traeger date de 2014. d'accord. Voilà. Donc, déjà, on avait rassemblé ce moment-là, puisque l'intérêt, le référentiel, c'est un guide pour le soignant et pour le patient. Donc, c'était surtout pour informer les soignants en premier degré que l'acupuncture avait un intérêt dans le cadre des zones de support et pour informer également le patient, mais je dirais pour rassurer
le patient qui avait déjà recours peut-être à l'acupuncture, mais qui n'osait pas peut-être en parler à son médecin généraliste ou à son un oncologue. Donc là, ça permettait de dire, parce que l'approche, je dirais, médicale en général nécessite de la collaboration, l'écoute du patient, et donc le patient, mais il va dire, je fais tel type de soin, et donc ça permet de dire, mais effectivement, ce soin, c'est pas n'importe quoi, il y a de la bibliographie, de par le monde, il y a des gens qui publient, qui travaillent dessus, donc ça a eu intérêt comme soin de support. Donc actuellement, l'acupuncture est reconnue comme soin de support, et dans les soins de support, il y en a certains qui sont plus ou moins validés par de la littérature scientifique, et l'acupuncture, parmi, alors moi j'aime pas trop le terme de médecine alternative ou complémentaire, je préfère privilégier le terme d'intervention non médicamenteuse, parce que ça qualifie beaucoup plus la pratique. Et donc, parmi les interventions non médicamenteuses, il y a des éléments et des pratiques plus validées, plus soutenues par la littérature scientifique, et l'acupuncture en fait partie. D'accord. Bah, ce qui va rejoindre la question qui avait été posée par Anita, si je ne me trompe pas, qui est un oncologue qui est un peu réticent et qui ne croit pas forcément à l'utilité de l'acupuncture. Donc là, on peut lui dire d'aller se référer au référentiel. Oui, dans le référentiel, il y a un intérêt, c'est qu'il y a ici à divers volets, il y a une partie présentation de l'acupuncture, puis il y a toute une partie référence bibliographique, puisque l'intérêt au jour d'aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, si je dis quelque chose, est-ce que ces propos sont sourcés? Là, on rentre en fait dans une approche, je dirais, scientifique, médicale, globale, qu'on soit médecin généraliste, oncologue, rhumatologue ou médecin acupuncteur, il faut qu'on ait la même base de dialogue. Donc, si on affirme quelque chose, effectivement, c'est l'intérêt. Donc, c'est aussi tout l'intérêt, et je remercie l'AFSOS pour ça, c'est de nous avoir permis de travailler avec des méthodologistes de l'AFSOS, avec des confrères non acupuncteurs qui, a priori, on n'a pas besoin de croire à l'acupuncture, si vous voulez. Il faut voir, est-ce qu'il y a une seule médecine qui repose sur l'efficacité. Donc à ce moment-là, voilà. Donc là, effectivement, et c'est l'intérêt puisque euh, vos auditeurs pourront remarquer que les références sont tout à fait récentes. On essaie de mettre des références très, très, très récentes, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent, il y a des études qui paraissent. Donc voilà. Et Alors, donc, par exemple, donc je me permets, vous ouais, pourrez ici plus loin, par exemple, dans le congrès de l'ASCO, qui est la grande messe, en fait, à Chicago des oncologues, mais l'acupuncture essaie d'être représentée. Maintenant, ça doit faire 3 ans, je crois qu'il y a des topics, des présentations sur l'acupuncture. d'accord. Donc, c'est pas juste de l'ordre de la croyance, on a vraiment des preuves scientifiques. Voilà, je crois que alors la notion de croyance et de connaissance est tout à fait importante parce qu'il y a une partie qui peut relever de la croyance qui sont peut-être les bases de la médecine chinoise, d'accord? Donc c'est une chose. Après, il y a des choses qui relèvent de la connaissance, c'est-à-dire que c'est l'évaluation de l'efficacité. Donc ça, il y a des études qui vont montrer plus ou moins l'efficacité et tous les protocoles donc, qui sont communs, alors avec des spécificités, bien sûr, pour les médecines complémentaires dans certains cas. Et après, il y a les mécanismes d'action. Donc ça, c'est notamment l'expérimentation animale, les REM fonctionnels qui va essayer d'avancer dans les mécanismes d'action. Donc, Alors, justement, on va arriver à dans quel contexte l'acupuncture a prouvé son efficacité? Pour quel effet secondaire on a le meilleur niveau de preuve de l'efficacité de l'acupuncture? alors, le meilleur niveau de preuve, je dirais, il y a 8 indications pour lesquelles, alors, les niveaux de preuve sont gradés, si vous voulez, donc on a retenu, alors là, peut-être je vais avoir besoin voilà, du référentiel, puisque je me rappelle peut-être pas tout par Si vous cœur. voulez, Donc, on peut alors, les il y faire avait, les uns après les autres. Si vous voulez, je pouvais vous oui, oui, alors on peut faire comme dire ça, des faits. peut-être, d'accord. Alors, Alors, par exemple, donc, parmi les effets secondaires qui arrivent souvent en début de traitement, c'est les nausées qui sont associées à la chimiothérapie. voilà, alors nausées, vomissements, là, on a pris le niveau de preuve. Alors, tout est gradé en B, si vous voulez. Donc, si je dirais, c'est moins. Avant, ça avait un niveau A, et puis Oui, après, c'est passé en grade B. Voilà, donc en fait, il y a un niveau de preuve suffisant. Voilà. d'accord. Euh, B, c'est un niveau de preuve voilà. qui est suffisant pour dire que Et c'est une... ça montre en fait qu'il y a ce qu'on appelle nous des essais contrôlés randomisés ou des méta-analyses, alors peut-être de faits effectifs. Mais il faut savoir que beaucoup, je dirais peut-être 70% des traitements de médecine générale ont un niveau B, non pas un niveau A. On l'oublie. Voilà. Bon, ouais, ouais. Donc, nausées et vomissements, l'acupuncture a prouvé son efficacité. Son efficacité, voilà. Il faut commencer avant la chimiothérapie, c'est aussi efficace pendant. C'est Alors, moi, je dirais.
On ne va pas faire peut-être forcément des séances longtemps, mais on va le faire dès le début de la chimiothérapie. Donc, moi, ce que je fais, ce que avait dit le docteur Janin aussi, c'est je fais une séance 48 heures en général quand il y a des protocoles de chimio avec des chimios tous les 3 semaines. Après, ça peut se faire. Moi, personnellement, je ne le fais pas forcément parce que des fois, le patient, ça fait beaucoup de choses. Il doit aller faire sa séance de chimio, on rentre, on n'est peut-être pas si bien que ça pour sortir. Donc, en général, les effets secondaires un petit peu nauséeux vomissantes sont contrôlés. Voilà. Donc, je dirais, on va le faire le, le traitement, sachant que, bien évidemment, la prise en charge actuelle contrôle également les nausées et vomissements. Hein, donc, les médicaments contrôlent bien. Donc, je dirais c'est peut-être un peu moins recours qu'à certains moments où il y avait les traitements médicamenteux étaient moins efficaces. Yes. D'accord, donc c'est pas forcément le soin de première intention, on a ces médicaments. Si, parce que ça pourrit un peu quand même la vie des patients. Et donc, je dirais, c'est quand même un motif de recours important. Et puis, c'est là pour lesquels on avait une dégradation la plus forte dans les nausées et vomissements. Oui. Mhm. Et alors la radiothérapie, on sait qu'elle provoque des radiodermites. Là, l'acupuncture peut faire quelque chose? Alors, l'acupuncture peut faire quelque chose, sachant que la radiothérapie, elle a aussi d'autres complications. C'est pas que les radiothérapie. La radiothérapie, elle va donner des fatigues, elle va donner des troubles des leucopénies, elle va donner d'autres éléments de l'électrocyanide. Mais la radiothérapie peut être effectivement prise en charge par l'acupuncture. Alors là, Philippe Jeannet avait parlé d'un protocole qui ne vient pas interférer en fait avec les champs d'irradiation, voilà, ça permet Oui, en effet, il ne faut pas que ce soit sur le chemin du Oui, médicament. alors, Pas si vous de... voulez, là, c'est un peu, la question que je pose, c'est la même question que sur les topiques, en fait, l'application, est-ce qu'il faut un peu appliquer des crèmes, des choses comme ça. Donc là, justement, il y a un référentiel AFSOS spécifique sur ça, sur les toxicités dermatologiques de la radiothérapie, et on peut appliquer en couche mince, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça interfère au moment de la radiothérapie, et quand on va, je dirais, appliquer rien, mais après, je dirais, tout est possible en dehors des séances, dans la mesure où ça n'interfère pas avec le traitement. Donc, si vous voulez, la radiothérapie, mais les radiothérapies ne fait pas partie des éléments du référentiel. Le référentiel, voilà, c'est vraiment les éléments pour lesquels on a le plus de niveaux de preuve et de bibliographie. Voilà. Donc, la radiothérapie, oui, mais c'est pas dans le référentiel. D'accord. Et vous parliez de... Est-ce que vous voulez repartir plutôt du référentiel ou je continue avec les effets secondaires? Parce Comme que... vous voulez, on peut peut-être partir du référentiel et puis à ce moment-là, ça vous laissera après ce qui n'a pas été abordé dans le référentiel. Voilà. Donc, en fait, on a classé également les douleurs. Donc, Voilà. parmi les douleurs, ben, il y a les arthralgies sous anti-aromates sur monothérapie. Donc, ça, l'acupuncture a un intérêt. C'est classé B également. Il y a les neuropathies périphériques chimio-induites. Voilà. D'accord? Donc, on en C'était la parlera question peut-être. de Catherine qui a des fourmillements type neuropathie périphérique. Voilà, donc c'est Oui. des fois un peu à différencier en fait du syndrome même pied, parce que le syndrome même pied en fait c'est l'érythrodysesthésie palmoplantaire, bon peu importe, ça c'est les noms ça va, mais en fait ça va atteindre plus les paumes des mains et des pieds, d'accord, avec des rougeurs et des douleurs, donc ça l'acupuncture peut aider, mais dans le cas de la neuropathie périphérique, oui, ça peut aider et ça peut prévenir parce que c'est une complication qui est, je dirais, très invalidante parce que ça peut des fois nécessiter l'arrêt du traitement sur le fait donc l'arrêt du traitement fait que ben, on agit sur la tumeur de façon retardée. Ça peut donner des chutes, ça peut donner des troubles de l'équilibre. Donc c'est pour ça que c'est très particulier. Donc l'acupuncture a un intérêt dans la prise en charge des neuropathies périphériques chimio-induites. Très bien. Je vous laisse continuer peut-être. Voilà. Après, il y a les douleurs musculo-squelettiques et le tout venant. Et après, il y a aussi, et là, c'est gradé un peu moins, les douleurs induites par les soins ou les gestes diagnostiques. Mais notamment, l'ASCO a établi un référentiel sur les douleurs. Et donc, l'acupuncture peut aider à la prise en charge. Voilà. Donc, si on résume, douleur neuropathique, douleur musculaire Voilà, les arthralgies sous anti-aromatase. et le syndrome main-pied du... Et les douleurs, le syndrome même pied, c'est plus un problème dermatologique. Si on parle du syndrome même pied, c'est plus dermatologique que douloureux. Ça peut être douloureux aussi. Ouais. Mais ça fait pas partie du référentiel.
D'accord. Donc le référentiel, c'est plutôt Le douleur référentiel, il se base sur les douleurs. Voilà. et douleur musculaire. Bah, je vous laisse continuer. Donc, ensuite, il y a les bouffées de chaleur. Voilà. Ça, Indication, je dirais, traditionnelle et très invalidante, avec une indication pareille de grade B sur les bouffées de chaleur induites par les traitements anticancéreux chez les femmes atteintes de cancer du sein, mais aussi les bouffées de chaleur chez les hommes sous traitement hormonaux, avec une gradation un peu inférieure, grade C. Ouais. bouffée de chaleur provoquée par Par le l'hormonothérapie. traitement, voilà, parce que forcément, on va donner un traitement hormonal pour éviter les récidives ou traiter, et donc ça va donner des complications. Et donc, La question soit- est venue souvent, j'ai vu poser par Mélanie et Aline qui posait la question des effets secondaires de l'hormonothérapie, notamment bouffée de chaleur. Donc là, la réponse, oui, on a un bon niveau. oui, l'acupuncture a un intérêt dans les bouffées de chaleur. Ensuite, on passe à la fatigue. Alors, ce que les anglo-saxons appellent fatigue, donc c'est CRF, cancer, related de fatigue. Donc, c'est une fatigue très, très importante. Et notamment, alors, puisque le référentiel, il faut savoir que par rapport à ce que vous avez dit, docteur Genin, qui vous livrait son expérience, je dirais, personnelle, donc avec des fois des indications qui sont personnelles. Là, c'est une revue de la littérature. Donc, c'est ce qui fait consensus. Donc là, c'est dans le cadre, la fatigue, dans le cadre du cancer du sein. D'accord. Alors, Parce que ça a même si, bien sûr, on peut été- extrapoler, mais je dirais c'est toujours délicat et difficile d'extrapoler pour les indications. Par exemple, on le voit dans les cancers pédiatriques, comme ça, on ne peut pas extrapoler les résultats sur un type de tumeur, un autre type de tumeur, ou chez l'adulte, extrapoler chez l'enfant. C'est vraiment particulier. Là, on se Voilà. base sur une preuve scientifique et les études, c'est toujours sur une certaine population de patients. Donc, Voilà, souvent c'est un peu ça. Donc là, c'est dans le cas de deux patientes atteintes de cancer du sein pendant le traitement. d'accord. Donc, tout ça est précisé dans le référentiel, d'accord? Pour vraiment rester, ben, je dirais, rester dans l'éducation, valider, c'est le but du référentiel, c'est en fait, voilà, c'est ce qui fait consensus et dont on peut, je dirais, discuter avec nos confrères. Après, le reste, ça, si c'est pas encore validé, s'il n'y a pas d'études qui sont faites, voilà, on ne peut pas, on va encore le dire. Ensuite, je passe à l'anxiété. Donc là, c'est pareil, les femmes atteintes du cancer du sein pour améliorer les symptômes d'anxiété après les traitements. Donc ça, c'est l'indication. Dans le traitement, oui, mais l'étude, elle est pas tout à fait évidente. Dans la dépression, les leucopénies non fébriles et les xérostomies post-radiques. Xérostomie post-radiques, c'est-à-dire qu'en fait, on a des sécheresses buccales après l'irradiation. J'ai oublié d'en parler dans les complications des rayons. Donc, c'est le fait d'avoir des mucites, dans des atteintes des muqueuses et de la sécheresse buccale. D'accord. Donc là, par exemple, le docteur Jeunet avait montré un point de digitopuncture pour agir à ce niveau-là, pour traiter à la fois les aftes et les problèmes de xérostomie ou de mucite. Voilà, donc là, on a fait le tour des indications qui sont celles du référentiel, ce qui ne veut pas dire que l'acupuncture n'ait pas d'intérêt dans d'autres indications. Voilà, mais là, on reste dans le cadre du référentiel des indications validées. Donc ça, c'est les indications validées par des preuves scientifiques solides. Voilà, sur lesquels, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Les patients, nos confrères pourront trouver la bibliographie, puisqu'en fait, après, il y a toute une notion, si vous voulez, quand on parle d'éléments scientifiques, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce qu'on peut se dire aussi la question, depuis combien de temps la médecine est occidentale et scientifique? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une notion de réfutabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer quelque chose, on dit quelque chose, mais peut-être que quelques mois, quelques années après, ça va être changé par les résultats. Ça, c'est vrai pour tout élément de science. Puis après, c'est la parution d'articles dans des revues à haut niveau de preuve. Hmm. Voilà, donc là, on parle de ça. Puis après, dans ces niveaux de preuve, alors même si actuellement c'est en train de changer, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la pyramide des preuves avec les méta-analyses au sommet, ainsi de suite, on voit que tout ça change un petit peu parce que finalement, c'est tout le monde en fait des essais cliniques qui change un petit peu. Et ce qui était le gold standard avec les essais contrôlés randomisés à double aveugle, mais des fois, c'est pas évident. La Covid a changé beaucoup de choses parce qu'il fallait des traitements qui, des fois, n'avaient pas le temps de passer par ça. Les nouveaux traitements anticancéreux n'ont pas le temps de passer par ce système. Ils vont être mis sur le marché avant d'avoir les résultats. Le cas des maladies orphelines pour lesquelles on ne peut pas avoir de toute façon de grands effectifs. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, finalement, dans le monde de la recherche, même peut-être des études pragmatiques ou observationnelles
Mhm. trouvent leur intérêt. Et donc, le maître mot, c'est l'évaluation. Tout à l'heure, on parlait d'approche, c'est de dire finalement, on fait de la médecine et donc on a besoin d'être évalué. On fait de l'acupuncture, on a besoin d'être évalué. On fait tout type de soins de prise en charge. Le maître mot, c'est l'évaluation. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous demandent où trouver ce référentiel. Donc, je le répète, c'est sur les sites de l'AFSOS, AFSOS. Voilà, je pense que si vous tapez sur Google référentiel AFSOS acupuncture, vous le trouverez. Voilà, vous aurez plein de référentiels, en fait, voilà, de tout ce Voilà. qui peut intéresser les patients, les soignants. Voilà, il y a un travail extraordinaire fait par l'AFSOS. Et je vois qu'il y a plusieurs femmes qui nous suivent, qui font état d'oncologues et qui ne sont pas très sûrs. Bah voilà, vous aurez des preuves scientifiques à leur apporter. Alors, on a cité un certain nombre d'effets secondaires qui sont déjà Oui. assez nombreux. Il y a Catherine qui demande si ça peut aider avec les problèmes digestifs, diarrhée, on a parlé vomi. Oui, 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 ça peut aider pour les diarrhées. Alors, juste, vous en avez parlé avec le docteur Génin. Bien évidemment, l'acupuncture n'a rien à voir avec le traitement spécifique du cancer, qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui, c'est vrai qu'on On est aurait là pu pour expliquer gérer dès le les départ. effets secondaires des traitements et on est là dans le cadre des soins de support, pas dans le traitement spécifique du tout du cancer. C'est vrai qu'on aurait pu passer par là. Normalement, on le met en Il ne soignera préambule. pas le cancer, mais par contre, il peut vous aider à gérer les effets secondaires des traitements ou du cancer en lui-même. Avec l'hormonothérapie, donc on a parlé bouffée de chaleur, on a parlé douleur musculaire, douleur articulaire aussi. Bien sûr, douleur articulaire, oui, oui, les arthralgies, voilà, douleur articulaire, les arthralgies, ça peut être contrôlé par l'acupuncture. Et alors, les troubles intimes, type sécheresse vaginale, est-ce qu'on a quelques... Alors, ça peut, il y a deux choses. Il y a la pratique individuelle, d'accord, c'est une chose. Puis après, il y a les essais cliniques. Donc là, par exemple, ensuite, il faut parler, puisqu'on parle de ça, on parle aussi de santé sexuelle, de prise en charge, voilà, de la vie intime, après de tous les bouleversements que peuvent entraîner le cancer dans la prise en charge. Donc, pour ce qui est spécifique de la sécheresse vaginale, oui, l'acupuncture peut aider, ça ne fait pas l'objet d'un référentiel. Il y a actuellement, je crois, deux études étatiques, une en Chine ou à Hong Kong, sur des éléments spécifiques de la sécheresse vaginale dans le cadre de l'hormonothérapie. Mais après, il y a toute la notion de la santé sexuelle, de la fonction sexuelle, qui peut être améliorée parce que les paramètres sont grands. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le trouble de la libido, les désirs dans le couple, les relations, la dépression qui peut exister, la fatigue qui vient empêcher tout ça. Donc, l'acupuncture peut aider pour des indications dont certaines sont validées, d'autres sont, je dirais, usuelles, mais non validées ou en cours d'évaluation. Voilà. Mais donc, D'accord. ça peut aider, mais je n'ai pas, je peux pas vous dire, voilà, ça ne rentre pas dans le cadre du référentiel. Sur la sécheresse vaginale, sur le bouffée de chaleur, oui, D'accord. mais ça Et, peut améliorer. c'est vrai qu'on a plusieurs questions de différentes femmes, Evelyne, Monique, Mélanie, Muriel, qui précisent que leurs douleurs ou leurs effets secondaires sont provoqués par une thérapie ciblée, par une hormonothérapie ou par une Oui. thérapie. Quel que soit le traitement qui cause l'effet secondaire, l'acupuncture aura le même effet? Je dirais oui, parce qu'on n'agit pas sur en fait, on agit sur la conséquence Mm. douloureuse. Donc dans certains cas, j'ai une douleur et l'acupuncture va traiter. Ça, c'est parce que ça vient des effets spécifiques de l'acupuncture dans le cadre de la douleur. Donc, il y a des effets, en fait, euh, euh, si vous voulez, ce qu'on appelle segmentaire, médulaire, ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a des activations, en fait. Il y a un niveau local, un niveau au niveau du segment neurologique, si vous Ouais, voulez, et après, il y a de l'activation d'éléments qui agissent sur la douleur, exactement comme on pourrait le faire, par exemple, l'hypnose par ailleurs, qui vont permettre de gérer la douleur. d'accord. Bon, là, on n'est pas sur le mécanisme propre de Mhm. la douleur, on est sur la conséquence de la douleur, le vécu douloureux. Il y a Véronique qui demande si ça peut aider aussi avec les prises de poids. Euh, Alors, la prise de poids, c'est un élément intéressant parce que la prise de poids, c'est pas spécifiquement. Alors, je dirais, c'est pas spécifique au traitement du cancer. Ça peut l'être du fait de l'hormonothérapie. Alors, Justement. actuellement, il y a des indications validées effectivement sur des études, puisque ce qui est toujours intéressant,
dans la médecine, c'est bien sûr euh, les éléments qui sont sur le substrat neuroanatomique des mécanismes d'action. Donc, on sait que, par exemple, dans l'acupuncture, notamment, il y a des études qui ont été faites chez le rat avec des sécrétions de ghrelines, d'éléments plus spécifiques de satiété. Donc, on sait que ça peut jouer sur l'action, sur la satiété, sur la prise de poids. Donc, je répondrai oui. Actuellement, quand je dis oui, ça veut dire que c'est pas mon expérience personnelle, bien sûr, c'est en fait, est-ce qu'on peut fournir de la littérature scientifique sur ça? Donc ça jouerait sur la prise de poids en jouant sur la satiété. Si Oui, j'ai... ça joue sur la prise de poids et sur la satiété, puisque après, la prise de poids, elle est un peu plus complexe, c'est qu'il y a à la fois, il y a le sentiment de satiété, il y a la dépense énergétique, il y avait le stockage, il y a l'action hormonale périphérique. Et à l'inverse, Monique demande sur la perte de poids. Et Alors, la perte de poids, ça, c'est autre chose, puisqu'en fait, ça, c'est un peu la perte de poids, c'est-à-dire que c'est l'amaigrissement, en fait, qui peut résulter soit du traitement, soit de l'évolution. Ça, je dirais oui. d'accord. Voilà, mais Ouais. je dis oui, là, c'est plus le côté pragmatique, personnel, ça va être ce qui est différent. Voilà. Là, je ne veux pas vous dire, effectivement, je n'ai pas en tête, je dirais, l'étude scientifique qui va quantifier la prise de poids. Mais de Mais votre... sur l'appétit, parce qu'après, il y a toute une logique sur la prise de poids. C'est que je peux maigrir parce que le métabolisme va être modifié. Je peux maigrir parce que j'ai aucun goût à faire la cuisine, à faire des aliments. Je peux maigrir parce que le moment du repas, c'est plus le moment de partage convivial. Il y a plein de choses qui jouent et qui peuvent jouer sur la notion de l'amaigrissement. Très bien. Alors je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les effets secondaires. Je regarde mes notes et les questions, parce que là, on a vu très large. Bon, on a bien compris, il y a certains effets secondaires qui ont différentes origines. Ah oui, Catherine, très juste, elle me posait la question sur les problèmes cognitifs, la perte de Oui, alors. mémoire, la concentration. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé, en fait, parce que je pensais c'est en fait dans ce qu'on va appeler le chemobrain, le chemofog, en fait, alors, dont actuellement on ne sait plus très bien si c'est dû directement à l'évolution de la tumeur éventuelle, des effets cliniques, des éléments inflammatoires qui peuvent exister, l'effet de la, de- des traitements. Donc là, il y a des études qui, alors, je dirais pragmatiquement, on agit dessus, et là, il y a des études qui sont en cours, et je pense qu'on n'a pas encore les résultats pour certaines d'entre elles. Voilà. Mais je dirais des éléments prometteurs en rapport avec ça sur les éléments bien sur les performances cognitives liées en fait au traitement. Donc, Mais c'est important parce que ça pourrit la vie aussi des patients, hein. C'est très Oui. handicapant. Et alors là, je vous invite aussi à aller sur notre site internet. On a écrit pas mal d'articles sur le chémophog et des exercices de remédiation. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, ça s'inscrit dans une prise en charge globale, nutritionnelle, d'exercices, voilà, Mais c'est vrai que d'éléments c'est des spécifiques. effets secondaires dont on ne parle pas forcément systématiquement et parfois les personnes qui en souffrent sont un peu étonnées enfin, ils se demandent un peu s'ils deviennent fous ou si c'est Oui, oui, c'est moins évident. Et puis, on sait que des fois, peut-être, on a une certaine pudeur à en parler. Ce dont on n'a pas parlé, c'est que l'acupuncture permet aussi de gérer peut-être plusieurs effets secondaires avec un même traitement. Puisque dans oui. le cadre je dirais, de la médecine générale, mais j'ai un symptôme, je vais donner un traitement. J'ai un symptôme B, je vais donner un traitement B. L'acupuncture, alors pas forcément peut-être pour tout au cours de la même séance, mais permet de prendre en compte divers éléments. Et des fois, on a pris rendez-vous parce qu'on avait des problèmes de nos évolutions, mais la fois d'après, on va être très fatigué ou avoir d'autres complications. Mhm. Alors, il y a Cathy qui nous fait part du fait qu'elle a eu des séances d'acupuncture pour soulager des fourmillements et engourdissements, donc peut-être des Oui. neuropathies. Et après ces séances, elle a eu certains points qui étaient très douloureux, notamment au niveau des orteils avec des hématomes, et elle se demande si c'est normal que ce soit Alors, si c- douloureux, des traces. alors ça peut arriver. Donc, l'hématome fait partie on en a pas parlé un petit peu, des On va y arriver. complications, je dirais, de l'acupuncture. On met des aiguilles, donc ça peut saigner. Après, ça va dépendre, je dirais, de ce qu'on appelle normal. C'est possible, voilà. Après, alors, il faut savoir que des fois, il peut y avoir soit une fatigue, soit une réactivation des symptômes Oui. le jour même ou le lendemain. Mhm. Donc ça, c'est fréquent, donc on pourrait dire que c'est normal. Des hématomes, ça peut arriver.
on essaie de tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Donc, ça me permet aussi de rappeler que la prise d'anticoagulants n'est pas une contre-indication, je dirais formelle, je dirais c'est une précaution d'usage. On fait attention que ça ne saigne pas, mais c'est pas du tout, Bah, c'est pas du tout, je dirais, une contre-indication. Voilà. c'était une question de Vanessa qui est sous anticoagulant, donc il n'y a pas de contre-indication quand on est sous C'est anticoagulant. pas une communication formelle. Voilà. Après, ça nécessite une précaution d'emploi, comme pour tout. Voilà. On va vérifier que ça saigne pas. On ne va pas laisser un hématome sans le comprimer. Mais voilà, c'est pas du tout une contre-indication absolue du traitement. Voilà. Et donc les symptômes peuvent s'exacerber, vous l'avez dit, il peut y avoir des... Voilà. Il y a d'autres complications auxquelles on peut s'attendre après Oui, une... alors après, il y a des complications rares mais importantes. Celui qu'on peut avoir eu le poumon, on peut avoir un pneumothorax, mais je dirais c'est rare, mais ça a été décrit. Donc, bien sûr, faut bien différencier les complications spectaculaires de l'acupuncture et les complications fréquentes. Si vous voulez, le rapport de l'INSERM qui date de 2014 insiste bien qu'il s'agit des thérapeutiques, parmi les thérapeutiques et les plus sûres je dirais, de la médecine, d'accord? Donc, mais ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des complications, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il peut y avoir des complications que je dirais, la pratique par un professionnel de santé, par un médecin ou une sage-femme, est obligatoire. Voilà. Après, donc, je dirais, c'est sur tout ça. Les complications infectieuses ont été supprimées du fait, depuis fort longtemps, par l'utilisation, bien sûr, de matériel stérile à usage unique. Voilà. Donc, après, il peut y avoir de la fatigue, éventuellement après la séance. Une sensation d'avoir soif aussi, de sécheresse, de... Pas forcément, là, pas forcément, non, non, pas forcément. Et alors, est-ce qu'il existe des contre-indications formelles par contre? Alors, je dirais, moi, alors, on l'avait mis, je crois, dans le premier référentiel, peut-être pas. C'est notamment le patient qui ne va pas supporter d'aiguille. C'est un patient qui est très agité, qui va bouger. Donc, en fait, c'est plus des complications neurologiques. Après, il y a, voilà. Je dirais, moi, je rajouterais peut-être des gros états de fatigue Oui. voilà, qui vont en fait faire que on peut être peut-être un peu plus fatigué après la séance. Mais voilà, et après, je dirais de complications formelles, non, Oui, vous disiez que c'est c'est pas. assez sûr. Il y a Dominique qui se demande si on peut faire de l'acupuncture quand on a des métastases. Alors, alors, il y a les précautions. On ne va pas mettre des aiguilles au niveau du métastase, une métastase cutanée ou ainsi de suite. Mais il y a, voilà, après, là, c'est pas une contre-indication. Je dirais la présence de métastases n'est pas une contre-indication à la pratique de l'acupuncture. Mais après, de précautions d'emploi en fonction, bien sûr, du site de puncture, de l'état du patient. Il y a aussi pas mal d'idées reçues avec le lymphodème, qui est cette Oui, gonflement alors. avec une peau épaissie. Donc là, c'est Alors, le lymphœdème, ça très, fait, justement, c'est important d'en parler parce que, donc, il y a eu un référentiel AFSOS sur le lymphœdème qui rappelait que finalement, il n'y a pas de littérature, si vous voulez, qui montre qu'on ne peut pas prendre attention, par exemple, ou de faire des gestes de type de prise de sang. Ça ne cite pas spécifiquement l'acupuncture. Là, très récemment, il y a, je crois que c'est à l'hôpital Cognac-G, le docteur Vigne, qui est chef de service de lymphologie, qui rappelait un peu toutes les idées fausses sur le lymphœdème et qui disait que finalement, finalement il y avait pas, voilà, on faisait plus peur aux patients en donnant ces précautions, je dirais un peu de notre temps sur le lymphœdème. Et surtout, nous, dans le référentiel, on s'est basé sur une étude coréenne, je crois qu'il y a 36 000 patientes, qui ont montré qu'on ne risquait pas d'aggraver un lymphœdème en mettant les aiguilles et qu'on pouvait traiter le lymphœdème. Alors après, alors, traiter le lymphœdème, ça c'est la deuxième partie. L'élément qu'il faut retenir du référentiel, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication en adoptant les précautions d'usage appliquées dans le lymphœdème. On ne fera peut-être pas, d'accord, mais voilà, mais c'est pas, il faut pas être effrayé de se dire, voilà, mon médecin va prendre l'attention ou l'infirmière va faire une prise de sang du côté de lymphœdème. Ça fait partie des fausses idées ou des idées reçues mais malvenues. justement, on a fait un vrai faux sur le lymphodème avec le docteur Vigne, il le précise. D'accord. C'est juste que comme le lymphodème, c'est un épaississement de la peau, parfois il peut être plus difficile de poncturer. Voilà, Oui, voilà, voilà. Après, bon, c'est pas c'est- ça, c'est pas l'élément. On va pas je veux dire.
piquer forcément dans le lymphodème, puisqu'on a des possibilités de traiter différemment. Mais Oui, je veux dire, après, voilà, c'est pas une contre-indication formelle. On voulait enlever cette idée que c'était une complication et qu'il fallait, voilà, contre-indication, pardon, et qu'il fallait absolument éviter ça. Et donc, je dirais, fait plus peur à la patiente qu'autre chose. Voilà. oui. Et donc là, on a aussi la biographie avec des études observationnelles et qui permettent de gérer ça, puisqu'en fait, dans d'autres pays, dans les pays asiatiques, non seulement on peut piquer le lymphodème, mais il y a, et là, ce sera peut-être l'objet des référentiels futurs, c'est qu'il y a des traitements par acupuncture et par moxibution du lymphodème. Ça, c'est autre chose. Bon, Pour autre chose. l'instant. Et est-ce que l'acupuncture fonctionne chez tout le monde? Alors, l'acupuncture ne fonctionne pas chez tout le monde, comme les anti-inflammatoires ou les traitements ne fonctionnent pas chez tout le monde. Voilà, donc après, il peut y avoir des contre-indications, des patients non répondeurs, mauvais répondeurs, répondeurs différemment. Voilà, mais on ne peut pas dire à l'avance. Et un élément qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Voilà, donc c'est important, c'est pas une notion de Pas croyance. l'effet placebo. Il n'y a pas Non, l'effet placebo. l'effet placebo, il existe pour tout. C'est-à-dire qu'on Oui, va voir un chirurgien ou un oncologue de renom, il y a un effet qu'on appelle un effet contextuel, parce que l'effet placebo, des fois, ça décrit mal ce qu'on va voir. Donc, il y a un effet c'est pas contextuel c'est pas une absence d'effet, l'effet placebo, mais en tout voilà, cas, qui est fait pour toute voilà, pratique. Après, on sait qu'il y a un substrat neurologique à l'effet placebo, d'accord? Donc, pourquoi pas utiliser l'effet placebo, je dirais, à bon escient, voilà. Donc, il y a un effet placebo dans les traitements. Alors, bien évidemment, il y a un effet placebo qui est lié aussi aux gestes techniques. Bizarrement, on ne sait pas qu'il y a un effet placebo dans la chirurgie. Pourtant, il y a un effet placebo dans la chirurgie. Et donc, en fait, si on donne un médicament par voie orale, on a moins d'effet placebo que si on donne un médicament par voie intraveineuse, on a plus d'effet placebo si on met des aiguilles que si on donne un médicament, et on a plus d'effet placebo si on fait de la chirurgie que si on donne un médicament. Voilà, mais ça existe aussi. c'est intéressant. Puis on sait aussi en fonction des effets secondaires, on sait que l'effet placebo pour les bouffées de chaleur, par exemple, il est assez important. Donc c'est Voilà. Et après, des fois, on confond aussi l'effet placebo avec le groupe contrôle dans les essais cliniques. Donc, on appelle l'effet placebo alors que c'est le groupe contrôle. Et c'est après toute la discussion en fait avec l'acupuncture placebo qui a un effet. Voilà. Donc, c'est autre chose. Une problématique des essais cliniques. C'est ça, de la méthodologie. Au bout de combien de temps on peut espérer avoir un résultat? Quand on sort d'une séance, il faut attendre Alors, bizarrement, on peut avoir un résultat qui peut être très rapide, voire immédiat, et puis des fois, il y a un effet qui peut être retardé, ça va dépendre. Retardé, ça veut dire pendant le bout de 300, mais on peut tout à fait être soulagé des neuropathies ou prévu des nausées, vomissements dès la première séance. et ça peut arriver plusieurs semaines après. Oui, oui, après, ça peut arriver après. D'accord. Notamment Euh, pour la fatigue, par exemple, parce que c'est d'autres mécanismes. alors, évidemment, là, on s'adresse à des personnes qui sont sous traitement. Est-ce qu'il y a un risque d'interaction avec certains traitements? Alors, je dirais théoriquement non. Si on compare par exemple avec d'autres éléments de la médecine, est-ce qu'il y a la pharmacopée par exemple? Dans la pharmacopée, c'est que certaines plantes ont des actions sur divers cytochromes, sur le métabolisme du traitement. Voilà. Mais là, a priori, il y a pas, je dirais, de potentialisation néfaste ou ce que on pourrait appeler un effet nocebo, en fait, une diminution de l'effet. Voilà. Moi, je dirais que non, parce que ça. Et donc, une séance peut suffire. Une séance peut suffire en fonction de l'indication. Si on vient pour des nausées et vomissements, peut-être qu'après la séance, on va avoir moins de nausées et vomissements. Si on vient pour la fatigue, peut-être que ça ne sera pas arrivé en une seule séance. D'accord, donc ça dépend. Alors, est-ce que vous pouviez rappeler, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais est-ce que vous pouvez rappeler qui a le droit en France de pratiquer l'acupuncture? Alors, légalement, ne peuvent pratiquer l'acupuncture que les médecins ou les sages-femmes dans leur domaine d'activité. Oui, Théoriquement, dans le cadre de l'oncologie, les sages-femmes n'ont pas à intervenir. Voilà. Donc, je dirais que c'est que les médecins. Voilà. Dans le d'accord. cadre légal actuel en 2025, voilà, peut-être que les changements, on prend l'image de l'ostéopathie, les choses ont changé, mais pour l'instant, voilà, moi je suis obligé de parler légalement de ce qui se passe actuellement et ce qui est autorisé au jour d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, avec un intérêt quand même particulier, puisque moi je vais défendre l'exercice médical, c'est le fait d'abord de s'assurer que l'acupuncture
constitue bien un traitement, ça c'est vrai pour tout, de la pathologie, d'accord? Parce qu'il y a peut-être deux choses, il faut le traiter autrement que par l'acupuncture. Et après, c'est aussi d'avoir le regard critique sur je dirais, les notions de la médecine chinoise. C'est sûr que si on dit, par exemple, ben, j'ai un trouble de la rate ou du rein, dans le cas de la médecine chinoise, ça ne veut pas du tout dire que de façon fonctionnelle ou neuroanatomique, il y a un trouble de la rate. Et ça, effectivement, on est médecin, on peut dire non, écoutez, vous n'avez pas une maladie de la rate, ne vous Oui, inquiétez pas, voilà, comme organe hématopoïétique. Mais ce que oui. les Chinois, à d'autres siècles, appelaient comme une maladie de la rate, et ce qui pose effectivement toute la problématique sur je dirais la définition de la médecine chinoise et l'utilisation de la médecine chinoise par nos confrères qui nous disent voilà, qu'on peut passer des fois un peu pour des fous furieux en disant que la maladie est due à un trouble du foie ou de... Non, c'est ce que les Chinois appelaient ou classaient dans Mhm. une pathologie d'organe et que nous, bien sûr, on va classer différemment, mais parce que ça permet de choisir les points, on fait quand même appel à ça. Oui, il faut pas confondre l'organe avec Oui, les voilà. à l'organe ou ce genre de La choses. terminologie de médecine chinoise, voilà, et c'est important voilà, pour nous, et dans une approche, je dirais, véritablement scientifique et de soins. Donc, nous, on a la capacité de se rendre compte qu'effectivement, c'est pas une atteinte de l'organe. Mhm. Oui, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que pour avoir eu quelques séances d'acupuncture, des fois, quand on nous dit on a un vide du chi de la rate, ou Oui, c'est ça, voilà, on est dans un jargon qui peut quand même tout à fait perturber le patient, et puis après, on va revoir son médecin en disant, mais on m'a dit que j'avais un trouble du foie comme ça, alors que non, Mhm. c'est ce que les Chinois appelaient un trouble du foie, d'accord? C'est ça, c'est pas le même vocabulaire. Alors, il y a Dominique, mais je crois qu'elles sont plusieurs à se poser la question, qui se demande bah, justement comment on choisit son praticien. Alors, plutôt un médecin acupuncteur, du coup. Alors, je dirais, moi, bien sûr, normalement, puisque je ne vais pas vous dire d'aller voir quelqu'un qui n'a pas le droit qui n'a pas le droit d'exercer. Donc, c'est plutôt un médecin acupuncteur. Après, moi, il n'y a pas, je dirais, de classement. On met pas il n'y a pas une note. Donc, en fait, bon, ça, je dirais, vous avez quand même le site de la FAFORMEC. Alors, la FAFORMEC, c'est la Fédération des acupuncteurs pour leur formation médicale continue. Peut-être, je vous enverrai le. Donc là, vous avez un onglet Trouver un médecin acupuncteur. Donc déjà, D'accord. avec ça, vous allez pouvoir trouver en fonction de votre région, vous trouverez ça. Après, je dirais, c'est comme euh, pour tout médecin. On peut pas demander à un médecin de dire comment on fait pour choisir un confrère. Voilà, Ok. nous, Mais est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a un alors, taux d'heure minimal? Est-ce qu'il y a des... ah, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'actuellement, dans le cadre de la pratique de l'acupuncture, il y a un examen qui est un diplôme d'État qui s'appelle la capacité de médecine à l'acupuncture. Et donc, les médecins qui sont dans le cadre de cet annuaire sont titulaires de cette formation. Voilà. Alors après, qui prend en charge l'oncologie euh, dans la formation, il n'y a pas alors ça viendra peut-être, on va essayer de travailler dessus d'IU, d'éléments spécifiques sur l'acupuncture en oncologie. L'acupuncture fait partie, si vous voulez, un peu comme quand il y a le médecin généraliste, l'oncologie fait partie de sa formation. Voilà. Mais D'accord, il y a pas de c'est pas le formation spécialiste, spécifique. ce n'est pas l'oncologue. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des spécialités d'oncologie quand on suit une formation d'acupuncture qu'on peut suivre en plus du tronc commun? Alors, pour l'instant, il n'y a pas, c'est pas identifié, il n'y a pas de diplôme interuniversitaire. Voilà, on est peut-être en train de mettre en place ça et certainement il y a une demande spécifique. Mais après, voilà, dans le cadre de la formation continue, il y a des ateliers spécifiques. Par exemple, là, au mois de novembre, on sera organisé à Antibes, donc c'est en France, on parle le congrès de l'ICMAR, qui est l'Association internationale des médecins acupuncteurs, et il y aura un atelier spécifique d'oncologie, une session spécifique de l'oncologie. Donc, il y a après, au niveau international, des colloques spécialisés sur soit l'oncologie intégrative, soit l'acupuncture en oncologie. D'accord, donc ça se spécialise quand même. Ou l'oncologie, je dirais, en général, ou dans lesquelles on parle d'acupuncture quand on va au congrès de l'ASCO ou à la FSOS ou à la masque, on entend parler d'acupuncture. Hmm. Alors, vous parliez d'un répertoire, donc c'est la La FAF. FAFORMEC, FAFORMEC. Voilà, mais ça, peut-être, je vous enverrai les coordonnées, puisque Ouais. Donc, comme on va mettre le replay sur notre chaîne YouTube, je le mettrai en commentaire. d'accord, puisque oui, parce que le site internet c'est acupuncture-médic.fr, voilà, mais on mettra l'onglet. Ouais, on mettra. Mais enfin, je viens de taper Faformec sur Google, c'est le premier résultat. D'accord.
vous trouverez assez facilement. Et alors, la question qui fâche et que vient de poser Aline, c'est parfait. Qu'en est-il du remboursement de la prise Voilà, en... alors c'est pas une question qui fâche du tout parce qu'elle fait partie, je dirais, forcément, on parle de cancer, on parle d'accès au traitement, on parle de qui peut faire le traitement et comment ça se passe. Alors, dans le cadre c'est très particulier, dans le cadre de l'acupuncture, il n'y a que quatre indications qui sont ouvertes au remboursement. Les D'accord. nausées et vomissements en font partie. Mais si on regarde dans le libellé, c'est associé, c'est un traitement de deuxième intention, c'est associé. Donc, si vous voulez, et la facturation d'un acte d'acupuncture dans la nomenclature des actes médicaux, Mhm, mhm. CCM, en fait, de 18 euros. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de praticiens qui font ça. D'accord? Donc, on peut être remboursé, oui, dans ce cadre-là, mais dans d'autres cas, on peut ne pas être remboursé aussi. Donc, il y aura la part de sécurité sociale qui représente ce montant-là et... Alors, pas toujours, parce que ça dépend du statut conventionnel du praticien. Il y a plein de choses qui jouent. Voilà, là, c'est effectivement la question qui fâche, c'est la prise en charge. Mais c'est vrai pour de nombreux soins de support, hein, puisqu'on est là pour en parler de ça. C'est en fait, c'est la prise en charge. Moi, je suis là surtout pour parler, je dirais, de l'efficacité de l'acupuncture. On est bien d'accord. Mais il y a aussi où trouver qui va me faire des séances d'acupuncture. Autre problème. Comment je vais pouvoir financer mes séances d'acupuncture? Donc, comment ça se passe? Donc, il faut savoir. Alors, donc, il y a par exemple, mais, tout se met en place aussi, mais peut-être il y a des éléments à l'hôpital où c'est pris en charge, par exemple. Il y a plein de Justement, choses qui. Ouais. est-ce qu'il peut y avoir des acupuncteurs qui sont au sein de services d'oncologie? Alors, alors, vous m'en parlez. Il y a notamment le docteur et je ne sais pas si elle a été nommée professeur BUPH, si c'est déjà fait ou ça doit se faire, Emmanuel Kempf, qui, voilà, donc dans l'hôpital, il y a des consultations hospitalières. Là, par exemple, moi, tout à l'heure, là, en finissant le webinaire, ben, je vais à l'hôpital de Tarbes. Dans le cadre de l'hôpital de Tarbes, ben, je suis anciennement un peu attaché de l'hôpital, donc les patients viennent et là, la consultation est prise en charge comme tout type de consultation. Donc, c'est existe. Il y a des consultations hospitalières. Alors là, j'essaierai peut-être de vous donner, parce que là, il y a un répertoire aussi, mais c'est autre part, des consultations hospitalières d'acupuncture. D'accord. Et je rappelle aussi qu'il y a certaines mutuelles qui ont un forfait bien-être dans lequel les séances d'acupuncture peuvent rentrer. Donc, renseignez-vous aussi auprès de vos mutuelles. Des fois, même si la sécurité sociale ne rembourse pas, la mutuelle peut prendre de... Oui, après, c'est vrai que c'est particulier. Il y a aussi la Ligue contre le cancer qui, des fois, peut prendre en charge certains éléments de soins de support. Ça, voilà, c'est des demandes en fait, individuelles très, très particulières, mais voilà, c'est quand même une réalité. Ouais. Des soins de support en général. Oui, bah, il faut savoir que nous, on se bat chez Oui. Rose. Le reste à charge, c'est l'un de nos principaux plaidoyers. Donc, on essaie de pousser dans ce sens-là aussi. Parce que les soins de support font partie de la prise en charge, font partie du soin. Et Oui, il faut oui, que... parce que je dirais, l'acupuncture est un des rares soins de support dont une partie est inscrite à la nomenclature des actes médicaux. Le reste des soins de support n'en fait pas partie. Donc, Oui, ouais, c'est vrai. On arrive à la fin de notre heure. C'est passé très vite. Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin? Est-ce que vous voulez conclure sur... oui, ben, avec plaisir. Donc, je dirais que ben, l'acupuncture donc, fait partie des soins de support. Je remercie l'AFSOS déjà de grandement parce que ça permet quand même de donner une visibilité. J'invite bien évidemment, au-delà des usagers de soins, des patients atteints de cancer d'utiliser l'acupuncture, ben, les confrères qui nous regardent, de s'intéresser à l'acupuncture pour essayer de franchir le pas et de se dire, voilà, c'est pas simplement une notion de médecine traditionnelle chinoise et on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que véritablement l'acupuncture est entrée dans une phase d'évaluation. Il faut comprendre que s'il y a aussi le côté, on n'a pas trop parlé, puisque je suis membre aussi de la Society for Acupuncture Research, qui fait partie, qui met en contact tous les chercheurs en fait de par le monde qui œuvrent dans ce cadre-là. Et donc effectivement, il y a quand même un élément très vaste de recherche en acupuncture. Donc on essaie d'œuvrer pour, je dirais, fournir aux patients, je dirais, des soins au goût du jour et en fait, voilà, qui sont à la fois des soins anciens de pratique et récents dans la prise en charge et l'évaluation. Très bien. Voilà.
Donc l'acupuncture n'est pas de l'ordre de la croyance, on l'a bien compris, il y a des preuves scientifiques et vous venez de le dire, il y a une communauté scientifique qui fait de plus en plus de recherches autour, vos référentiels vont être mis à jour au fur et à mesure et je ne doute pas qu'il y ait d'autres effets secondaires qui vont avoir un niveau de preuve encore plus convaincant. Encore une fois, n'hésitez pas, pour celles qui ont des oncologues, je vois qu'ils sont encore réticents, à venir à la prochaine consultation avec le référentiel que vous retrouvez sur le site de l'AFSOS, afsos.org. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour toutes ces réponses très claires. Je rappelle que le replay de ce webinaire sera mis sur notre chaîne YouTube dans les jours qui arrivent. Merci encore. Et Merci à vous, Madame Royer, et merci à tous les participants. merci. Au revoir. Au revoir.